Le match France-Espagne organisé par Amine, donc Amine Mathieu, que vous connaissez peut-être, qui est un streamer assez connu et qui a fait un match de streamers français contre des streamers espagnols. Et ils ont tout cartonné, ils ont battu des records, etc. On regardera ça tout à l'heure. Ensuite, on va parler de Discord. Discord qui écope d'une amende de 800 000 € pour des manquements au RGPD. Donc là, voilà, plus une actu, je sais pas, privacy, on va dire, voilà, data. Et surtout, le fait que, voilà, 800 000 €, ça fait une belle somme. Spotify également, Spotify qui va étendre un peu ses fonctionnalités avec une fonctionnalité de podcast vidéo. On regardera ça aussi un peu plus en détail. Et puis du coup, petite dédicace à Cine, on va parler d'IA et notamment d'une IA que vous connaissez peut-être qui permet d'assister les développeurs, qui s'appelle Copilot et qui aujourd'hui fait un petit peu débat. Et en quoi est-ce que cette actu est intéressante? Parce qu'il y a des notions notamment de propriété intellectuelle qui sont mises sur la table et qui risquent de faire jurisprudence en fait par la suite sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de savoir en gros quand quelque chose est produit par une IA, à qui ça appartient, etc. Donc c'est un article super intéressant. Voilà un petit peu pour le programme. Après j'ai quelques petites comme d'habitude, des infos que je vous partagerai plus à titre d'infos à la fin, qui sont des choses un petit peu plus brèves. Alors ça va être un petit peu bizarre, mais j'ai préparé tous mes articles sur un autre ordinateur et du coup je vais vous afficher mon écran, mais je vais lire un autre écran. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors hop, je fais ça, comme ça je pourrai être plus efficace. Ok, donc on commence du coup avec le premier article et ce fameux événement du coup France-Espagne qui a eu lieu. Est-ce que je peux à distance faire défiler mon ordi ou pas? On va tester, hein. On va tester. Yes, ça marche. Donc cet événement France-Espagne qui a eu lieu ce week-end. Donc pour une petite mise en contexte, on va dire. Je peux baisser le son? Ok, je baisse, il n'y a pas de problème. Hop, je baisse un petit peu, comme ça vous entendrez un peu mieux. Waouh. Alors du coup, cet événement en quelques lignes, l'idée du coup c'est que Amine Mathieu, qui est donc un streamer français assez connu, a organisé un match de football entre streamers français et streamers espagnols. Donc voilà, c'était un événement qui était très très attendu, surtout de par son ampleur, parce qu'ils ont fait ça dans un vrai stade avec il y a 20 000 personnes qui étaient présentes. Enfin, c'était quelque chose d'assez costaud, avec un partenariat média qui était Canal+, donc c'était vraiment tourné comme des pros, quoi, vraiment. Et donc voilà, on va découvrir ça rapidement. Alors du coup, je commence à lire l'article. Ce match de football entre streamers français et espagnols baptisé Eleven All Stars et organisé par le streamer Amine Mathieu a réuni près de 1,2 million de spectateurs en ligne. Hop, je descends un peu l'article. C'est un nouveau record pour le Twitch francophone avec un pic de près de 1,2 million de personnes devant leur écran et 20 000 spectateurs réunis dans un stade parisien. France-Espagne, le match de foot entre streamers est entré dans l'histoire du web ce samedi 19 novembre. Cet événement baptisé Eleven All Stars et organisé par Amine Mathieu a ainsi détrôné le GP Explorer et son million de spectateurs en temps réel, la précédente marque de référence. Le score victoire de la France 2-0 et le niveau de ce Eleven All Stars sont anecdotiques. L'important est ailleurs. Ces joueurs de jeux vidéo qui partagent et commentent leurs parties en direct devant des milliers de spectateurs organisent désormais leur propre compétition sportive entre créateurs de contenu et ils attirent une audience digne des grandes compétitions traditionnelles. Donc c'est ça qui est super important à retenir. Au-delà du score, etc., c'est que déjà avec le GP Explorer, on avait effectivement comment dirais-je, enfin voilà, ça a battu, ça a quand même impressionné pas mal de monde et ça a fait parler parce que le GP Explorer avait réuni plus de, je crois que ils avaient passé la barre des 1 million de spectateurs en simultané et surtout voilà le fait d'organiser une course de F4 qui n'est pas du tout anodine, autant en termes de normes de sécurité, de coûts, etc., etc. Et là on se rend compte que des gens qui finalement à la base peut-être n'étaient pas forcément pris au sérieux, là ça prend une toute autre ampleur parce que ça réunit énormément de gens, ça intéresse des annonceurs et donc voilà, au niveau de
je dirais, de l'ampleur et de, ce que ça, de la façon dont ça fait parler, vraiment, bah, le stream commence à être vraiment pris au sérieux. Alexis qui dit c'était top comme event. T'as peut-être regardé, je sais pas. Est-ce que tu l'as suivi pendant est-ce que tu as suivi l'événement? Je continue rapidement. Tac, tac, tac. Donc je descends. Alors j'avais surligné une autre partie. Yes, en octobre, le GP Explorer, une course automobile sur circuit organisée par le youtubeur Squeezie et son équipe, avait réuni près de 40 000 spectateurs dans les tribunes du circuit Bugatti du Mans et 1 million de spectateurs sur Twitch. 22 pilotes influenceurs s'étaient alors affrontés dans un Grand Prix de 15 tours sur des Formule 4. À la veille de la Coupe du Monde du Qatar, les streamers français et espagnols ont cette fois organisé un premier match de football d'une telle ampleur. Sur place, on aurait pu se croire devant des professionnels. Ça, c'est un peu modéré quand même. Le stade de Jean Bouin, à 2 pas du Parc des Princes, était à guichet fermé, place vendue entre 15 et 53 €. Et il y avait des arbitres, y compris dispositif d'arbitrage vidéo, 24 caméras, des sponsors sur la pelouse et sur la plateforme Twitch, ainsi qu'un partenaire média Canal+. Donc là, on peut regarder vite fait rapidement comment ça s'est déroulé. Hop. Voilà, ça c'est je crois que c'est quand ils ont marqué. Alors je suis désolé, ça c'est pas hyper. Il faut que Mako arrive un petit peu. Hop. Ah mais attendez, je suis désolé, j'ai pas pris ma musique. Tac. Voilà. Ça va revenir sur le flanc droit. Ballon bon, voilà, je suis désolé, j'ai une connexion qui est pas ouf. Mais en tout cas, vous pouvez voir sur les images que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en termes de qualité d'image, voilà, du fait qu'ils aient travaillé avec Canal+, et du fait que voilà, qu'il y ait des techniciens sur place, ça a un rendu qui est assez incroyable en fait, et c'est ce qui a impressionné pas mal de monde. Voilà, grosso modo, je sais plus si j'avais relevé une autre partie qui était intéressante. Si, je crois qu'il y avait un petit paragraphe aussi que j'avais trouvé cool. Sur la pelouse, les stars de Twitch et plus largement des réseaux sociaux étaient là. Amine Mathieu et son 1,4 million de suiveurs Twitch, évidemment, au poste d'avant-centre, comme le youtubeur vedette Carlito en défense centrale, mais aussi Michou, Inoxtag, Domingo et encore l'ancien champion du monde de FIFA, Bruce Granek. Dans les rangs de l'Espagne, DJ Mario, youtubeur de renom, était aussi au rendez-vous. Voilà, donc, et donc juste après, effectivement, dernier paragraphe, il y avait un petit concert de rap qui a été organisé. Alors, je dis petit, mais en réalité, c'était pas un petit concert. Il y avait Niska, il y avait Gazo, il y avait vraiment du beau monde et un line-up qui était assez impressionnant. Voilà un peu pour cet event. Un petit replay de la passe de Tonton. Ah oui, Tonton qui est suisse. Je sais pas si, je sais pas, j'ai pas ça sous la main malheureusement. Mais si tu veux, envoie-moi ça sur Discord et je regarderai. Ouais, ça c'était le deuxième but du coup de la France. Mais je suis désolé, il faudrait que ça capte pas des masses. Et, du coup, c'est un peu pixelisé, ça va pas être super agréable pour vous. Bon, enfin, peu importe. Dans tous les cas, sachez, je pense que vous avez déjà vu pas mal passer de vidéos parce que vraiment ça a énormément buzzé, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité et ne pas en parler parce que je trouve que ça va apporter encore beaucoup de visibilité et puis beaucoup de crédibilité surtout pour le Twitch français et plus globalement pour voilà, le streaming en règle générale. Je pense que ça va être vraiment une très très bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je regarde, je suis désolé, j'ai pas suivi. L'event était encore plus impactant grâce à la rivalité qui s'est créée entre la France et l'Espagne à la Pixel War. Franchement, très cool à regarder. Alors effectivement, comme dit Bob, pour une autre mise en contexte un peu plus ancienne, en gros, pour celles et ceux qui n'auraient pas trop suivi l'histoire, il y avait déjà une espèce de petite rivalité, de petite guéguerre, on va dire, entre Français et Espagnols, puisque il y a quelques semaines de ça, il y avait eu en fait
une compétition en ligne, on va dire, qui s'appelait la Pixel War. Donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était sur Reddit, je crois. Il y avait possibilité pendant un certain temps de... vous aviez une espèce de grand carré composé de plein de centaines ou des centaines de petits carrés. Et toutes les 5 minutes, vous pouviez mettre une couleur donc sur un carré, un pixel en fait finalement. Et donc il y a eu une espèce de guéguerre comme ça en ligne qui s'est organisée et le but c'était d'avoir voilà, son drapeau français, son drapeau espagnol, etc. Donc il y a eu toute une guéguerre comme ça. Et finalement, c'était apparemment la France qui l'avait emporté puisque ils avaient tenu bon jusqu'au bout et réussi à imposer un peu leur dessin à eux. Donc c'était parti de cette histoire-là. Et bon, entre-temps, il y a eu, je crois que c'est Amine qui avait écrit à des streamers espagnols en disant ok, vous faites des matchs entre vous parce qu'eux, ils organisent pas mal de matchs comme ça entre streamers en Espagne, mais ça serait bien de venir nous affronter. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et, donc c'est très rigolo, c'est bon enfant. Après, sur le terrain, moi j'ai regardé un peu le replay, j'ai vu la première mi-temps, c'était quand même assez costaud, quoi. Les mecs, ils y allaient, ils se mettaient des bons brins et franchement, ils se sentaient vraiment représenter leur pays à fond, quoi. Donc voilà. Allez, actu suivante, on enchaîne du coup sur Discord. Un petit peu moins rigolo là pour le coup. Discord qui écope d'une amende de 800 000 € pour plusieurs manquements au RGPD. Donc je regarde rapidement. Je crois que j'avais à peu près tout surligné sauf le dernier paragraphe. Ouais, c'est ça. Donc on va regarder ça ensemble. La CNIL a décidé de sanctionner la plateforme Discord d'une amende de 800 000 € après avoir constaté plusieurs manquements aux obligations prévues par le RGPD, en dépit des modifications apportées par l'entreprise américaine au cours de la procédure. En dépit des efforts de Discord, la plateforme américaine n'échappera pas à la sentence. Le régulateur français a infligé jeudi 17 septembre une amende de 800 000 € à l'entreprise après avoir constaté 5 manquements aux règles européennes en matière de protection des données. Alors, j'ai pas précisé, mais donc cet article est un article de l'usine digitale et l'article précédent, je suis désolé, j'ai oublié, c'est Huffington Post. Voilà, c'est important de le préciser. Discord est une plateforme de messagerie en ligne et de salons vocaux qui fonctionne sur le principe de serveur, très populaire dans le monde du jeu vidéo en ligne. Elle revendique aujourd'hui 150 millions d'utilisateurs actifs sur des serveurs qui donneraient lieu à 4 milliards de minutes de conversation chaque jour, ce qui est énorme. Et Druff qui débarque. Yo Druff, comment ça va? Tranquille ou quoi mon gars? Très content de te voir là. Alors Druff qui est un bon pote à moi, très content de te voir en direct. Si la CNIL, dans sa délibération, reconnaît que son modèle d'affaires n'est pas fondé sur l'exploitation des données à caractère personnel, elle justifie son intervention par le fait que la plateforme réunit un nombre très important de personnes situées en France, dont des mineurs. Donc ça, forcément, ça fait un peu tilt. Plusieurs problèmes ont ainsi été relevés par l'audit du gendarme de la protection de la vie privée. L'absence d'une politique écrite de conversation des données au sein de sa base de données. Discord fait état de 2 740 000 comptes d'utilisateurs français qui ne sont pas connectés depuis plus de 3 ans, ce qui est quand même assez considérable. Une politique de confidentialité lacunaire, un paramétrage qui ne permet pas de garantir la protection des données par défaut. Lorsqu'un utilisateur clique sur l'icône X sur la fenêtre proposée, il reste connecté dans le salon et ne fait que mettre l'application en arrière-plan. Des exigences en matière de mots de passe insuffisantes et l'absence d'une analyse d'impact relative à la protection des données. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui leur est reproché. 2 manquements soulevés par le rapporteur n'ont finalement pas été retenus dans l'information restreinte de la CNIL. Ils concernaient la procédure pour exercer son droit d'opposition et l'absence de traduction française de la politique de confidentialité de l'entreprise, qui résultait finalement d'un problème technique au moment du contrôle par le régulateur français. Donc voilà, grosso modo, vous avez compris l'idée. Ils ont visiblement été prévenus une première fois. Et bon voilà, il y a certaines choses qui n'ont pas été corrigées, mais 800 000 €, ça fait quand même, ça fait quand même assez mal, je pense, même à leur échelle. Donc je sais pas, est-ce que vous êtes utilisateur de Discord? Nous, on a un Discord qui est en interne, du coup. Chez PicBeam, et puis on a également un Discord voilà, pour des clics pour la communauté. Si jamais vous voulez partager des références et des ressources, n'hésitez pas, point d'exclamation Discord, et puis vous pourrez y accéder sans problème.
Nous, c'est un outil qui nous est quand même vachement utile, qui s'est vachement développé. Dans le Twitch game, on va dire, beaucoup de communautés se développent autour de Discord notamment. Ouais, c'est. Alors, je sais qu'en plus, ils avaient eu à une époque des petits soucis de. Ils étaient un peu en. Comment ça s'appelle? Ils étaient un peu en. Enfin, financièrement parlant, c'était un peu compliqué parce que leur modèle économique est. Visiblement n'était pas suffisamment rentable. Donc c'est vrai que là, prendre 800 000 euros de plus, bon, je me rends pas compte en fait à leur échelle ce que ça va représenter. Mais ce qui est important de signaler, c'est que la CNIL peut quand même intervenir même sur des gros. Il n'y a pas visiblement de... Enfin, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a du lobby des fois sur certaines grosses plateformes ou autres? Et là, visiblement, eux n'y ont pas échappé. Donc, ça veut dire que le RGPD fait bien son job pour l'instant, même si j'ai l'impression que tout n'est pas parfait. Il y a certaines plateformes américaines, on le sait bien, où parfois il peut y avoir certains manquements. Mais grosso modo, la police veille, on va dire. Voilà un petit peu. Donc ça, c'était pour l'actu Discord. Et puis, on va enchaîner du coup sur un article suivant qui concerne cette fois-ci Spotify. Spotify qui va étendre ses fonctionnalités et donc rajouter une partie podcast vidéo. Donc Spotify étend les podcasts vidéo à plus de 180 marchés. Alors je lis rapidement l'article du coup, s'il n'y a pas plus de réactions sur l'article précédent. Hop. Voilà. Donc, dans un communiqué publié le 15 novembre, Spotify a annoncé étendre ses capacités de podcasting vidéo sur plus de 180 marchés mondiaux. Cette annonce rend la fonctionnalité disponible sur la plupart des marchés où encore son logiciel de création de podcast est déjà présent. Dans l'optique de diversifier ses contenus et de toucher un public plus large, la société suédoise a d'abord lancé les podcasts vidéo aux États-Unis à l'automne 2021. Ensuite, durant l'été 2022, Spotify a annoncé l'arrivée des podcasts vidéo en France et dans 5 autres pays. Cette fonctionnalité a pour but de renforcer l'expérience utilisateur pour les créateurs de contenu et les auditeurs en leur proposant plus de diversité de formats. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le propre justement du podcast et tout l'intérêt, c'est justement d'écouter ça en fond, sans forcément de nécessité de vidéo. Après, c'est vrai que c'est une pratique qui est quand même assez courante, notamment je sais que sur le stream ou sur Twitch, moi j'ai pas mal de gens de ma commu qui me disent des fois qu'en gros, ils mettent mon stream en fond, ils écoutent simplement, et puis ils n'ont pas nécessité d'avoir la vidéo ou autre. Donc ça, on a l'impression qu'il y a des petites passerelles, on va dire, entre streaming et podcast. Et donc visiblement eux décident de faire le pas inverse, on va dire, et le chemin inverse, c'est-à-dire passer du son à rajouter une vidéo. Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Je sais pas. En tout cas, je crois qu'on le voit un petit peu plus dans l'article. Ils ont l'air de dire que Spotify, notamment, qui s'était lancé, parce qu'à la base c'était que de la musique, et eux qui se sont lancés en plus sur la partie podcast, directement hébergé sur Spotify, ça leur a apporté quand même pas mal de trafic. Donc voilà, on voit que ces petits pas de côté comme ça et ces marchés un peu parallèles leur apportent finalement du trafic et du business, quoi. Sin qui dit exactement, je suis d'ailleurs en audio only actuellement. Ok, j'ai jamais testé la fonction audio only de Twitch, mais il faudra que je teste ça à l'occasion. Donc effectivement, il y a une fonction audio only qui permet de faire fi en fait de la vidéo. Marchant dans la rue, c'est plus sûr. Ok, ok. Je continue du coup rapidement. Alors, je regarde. Tac. Yes, donc c'était cette partie que j'avais surlignée. Dorénavant, les utilisateurs qui utilisent la plateforme dans le monde entier peuvent accéder gratuitement aux outils de podcast vidéo. Et les auditeurs de ces pays peuvent choisir entre le visionnage actif, donc avec la vidéo au premier plan, et l'écoute passive, avec la vidéo en arrière-plan. Il semble que cette décision intervienne afin de concurrencer YouTube, dont les podcasts vidéo gagnent en popularité. Récemment, le géant de la vidéo de Google a offert de l'argent à certains créateurs de contenu pour qu'ils produisent des podcasts et qu'ils les hébergent sur YouTube. Spotify garde tout de même une longueur d'avance en rendant disponible gratuitement l'outil lecture en arrière-plan, alors que YouTube le facture via son abonnement YouTube Premium. Donc voilà, une petite guéguerre qui
une petite guéguerre qui se fait, on le voit aujourd'hui, avec pas mal de nouveaux types de contenus. Voilà, donc bon, qui en soi est pas si nouveau que ça, hein. C'est-à-dire que le podcast, c'est quand même un cousin très proche, on va dire, de la radio, hein. C'est ce qui se faisait à une époque, avec quand même cette notion de replay qui est importante et qui diffère un peu de ce qui se faisait en radio, mais en soi, ça reste un format avec du son. Mais voilà, entre le stream, le podcast et tout ce qui se développe et qui sont des formats de consommation qui se démocratisent de plus en plus, voilà, la guerre fait un petit peu rage. On a Spotify du coup qui se positionne là-dessus, on a YouTube, on a Twitch également, avec cette fonctionnalité d'audio only. Donc voilà, une belle concurrence qui se fait et qui risque de départager dans les semaines, dans les mois à venir, en fonction des modèles économiques qui sont proposés, en fonction de si c'est payant ou pas. Et ça va être intéressant de voir comment tout ça va se terminer. Donc il y avait un autre paragraphe que je m'étais mis de côté que je trouvais pas mal. Tac, je vérifie mes notes. Yes, c'était ça. Selon les données publiées, la plateforme enregistre une croissance de 21% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente pour dépasser la barre des 3 milliards d'euros. D'après Spotify, cette belle croissance est portée par l'augmentation des contenus alternatifs à la musique, dont les podcasts. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes ces marchés un petit peu parallèles, ils ont rajouté quelques features, et notamment le fait de pouvoir mettre du podcast et pas que de la musique. Ça a permis d'augmenter drastiquement leur trafic. Pourquoi ? Parce qu'en gros, vous avez dans une seule et même application, à la fois, vous pouvez écouter votre musique la journée, et le matin ou le soir ou quand vous voulez, vous pouvez écouter également vos podcasts, tout ça intégré dans une seule et même application. Donc ça, c'est hyper important en termes d'expérience utilisateur, c'est clairement mieux. Alors, le paragraphe suivant que je m'étais mis, c'était celui-ci, qui était aussi très très cool. Je lirai vos commentaires dans le chat juste après. Selon le magazine Forbes, ces dernières années, Spotify a investi plus de 1 milliard de dollars sur le podcast et le podcast vidéo. Récemment, Dawn Ostroff, directrice du contenu et de la publicité, a déclaré que la société s'attendait à ce que les podcasts représentent une opportunité de 20 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc voilà, gros marché, et donc forcément une concurrence accrue et des gens qui vont vouloir se positionner là-dessus pour récupérer la part du gâteau, je pense. Donc voilà, attendez-vous encore à bien des features qui risquent de sortir sur toutes les plateformes que vous utilisez peut-être au quotidien. Je vous lis dans le chat, hein, si jamais vous avez des réactions, surtout n'hésitez pas, ça permettra de dialoguer, d'échanger, c'est aussi le but de cette matinale. Que l'on peut contourner pour YouTube via Firefox en mode navigation privée, mode bureau. Là, cela play en background sur Android. D'accord. Donc, ah oui, ok. Tu utilises Firefox en mode privé et en mode bureau. Voilà, là, c'est une geekerie très très profonde. Là, c'est au niveau de la démarche. Il faudra que tu nous fasses un tuto, hein, parce que là, j'avoue que tu m'as perdu. Des clics en podcast semblerait une chose possible. Super question, Sin, et je me tourne vers Margot qui va me regarder forcément. La partie podcast, c'est un truc dont on a discuté. En gros, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, est-ce que on devrait extraire purement l'audio notamment des comment dirais-je, des matinales, et puis mettre ça et l'intégrer à l'intérieur d'une appli podcast. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus, parce que de mon point de vue, je pense qu'un podcast, c'est un format bien particulier. Quand tu l'enregistres, voilà, tu as pleinement conscience qu'il n'y a que du son. Or là, par moment, alors ça dépend des fois, mais il y a des matinales où je vais vous partager des choses, etc. Donc je trouve que en termes d'intérêt, le stream apporte aussi quelque chose. Et on le voit en fait, on le voit de façon très concrète chez les amis de Supernatif, par exemple. Supernatif, qui est une autre chaîne orientée social media, en fait, ils démarrent leur stream et ils font un enregistrement pendant leur stream. Et donc, ça se passe pendant, en gros, un créneau d'une demi-heure. Et sur une demi-heure de stream à peu près, ils ont 20 minutes qui est consacrée au podcast. Le problème de ça, c'est que quand tu fais ça, pendant les 20 minutes, tu ne peux pas interagir avec le chat, tu peux pas discuter, tu peux pas faire tout ça parce que tu es en train d'enregistrer et que ça ferait bizarre au niveau de ton podcast. Donc moi, c'est un peu ma question. Mais c'est une question qui est vraiment en cours et qui, du coup, est très intéressante, et merci de l'avoir posée. C'est OK, est-ce qu'on
on exploite purement les sons comme ça. Le podcast nous intéresse à fond, c'est clair. On va faire du podcast Déclic, ça arrivera. Pas de suite, mais ça arrivera. Après, toute la question est de se dire, est-ce que ça serait intéressant de faire du podcast en extrayant purement ce qu'on fait en stream, ou est-ce qu'il vaut mieux vraiment faire du contenu dédié, quitte à ce que ce soit les mêmes, reprendre les mêmes articles, c'est-à-dire je fais ma matinale et ensuite je pars dans une salle et je refais un petit peu ma matinale en enregistrant vraiment purement du son. Je sais pas, on n'a pas encore trouvé la bonne formule et on en discute un peu, c'est un peu l'échange qu'on a actuellement, mais le format podcast c'est hyper intéressant, surtout sur des matinales. Voilà. Après, à voir. Il faut qu'on voit en termes d'organisation, qui le fait, comment on le fait, etc. Mais c'est une question qui est sur la table en tout cas. Pas d'autres questions, je vois. Donc, je vais pouvoir enchaîner avec mon article suivant, qui va être aussi passionnant. Qui est un article du coup du Journal du Geek que j'ai relevé hier. Et qui parle d'IA, du coup, et de la fameuse IA programmeuse. Donc, en fait, pour être plus précis, c'est un assistant qui permet de programmer, donc qui s'appelle Copilot, et qui a fait pas mal parler de lui quand c'est sorti, en fait, parce que voilà, aujourd'hui, beaucoup de monde utilise GitHub Copilot et le problème, c'est que ça pose des petits soucis en termes de propriété intellectuelle. Donc, on va découvrir ça rapidement. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent au quotidien, GitHub Copilot, ou pas du tout? Moi, j'ai pas encore... je l'ai pas implémenté, tout simplement parce que j'ai pas pris le temps. Mais... JP qui est là, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Salut à toi. Non, tu l'utilises pas. Si, tu l'utilises, ok. Et ton retour d'expérience là-dessus, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est un vrai outil au quotidien, ou est-ce que non, en fait, c'est accessoire et ça... Moi, j'en avais entendu beaucoup de bien. J'ai l'impression que globalement, les gens disaient que c'était assez bluffant, surtout la partie suggestion. Mais j'ai pas expérimenté de moi-même, donc j'avoue que je peux pas trop en dire plus. Surtout bien pour la... compétition, je pense que tu voulais dire la complétion, j'imagine. Complétion automatique, le fait de suggérer donc le code à taper, je suppose. Pour la génération de code complet, pas encore. Ça pour moi. Ok. La complétion, c'est ça. Ok. Ouais, non, mais globalement, j'ai l'impression que c'est la vie générale. Au niveau complétion, c'est assez bluffant et ça fonctionne plutôt bien. Donc on va lire rapidement cet article avant d'échanger là-dessus, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat du coup vos remarques et vos retours. Donc à l'été 2021, le titan de l'intelligence artificielle OpenAI dévoilait Copilot, ce système basé sur l'intelligence artificielle développé en partenariat avec Microsoft et GitHub. Donc ce système permet de générer du code en fonction du contexte pour aider un développeur en temps réel, bien au-delà de ce que propose une simple autocomplétion. Donc l'autocomplétion, quand vous codez, vous tapez en fait un petit bout de code et puis vous avez des fois des suggestions en gros de votre éditeur et qui vous permet juste en appuyant sur la touche tab d'écrire en fait la suggestion. Il me propose mettons un bout de code et moi si effectivement c'est ce que je veux taper, j'appuie sur tab, la touche tabulation et hop ça s'écrit directement. Et ça c'est très pratique l'autocomplétion parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, ça permet de taper du code beaucoup plus vite. Et donc là c'est ce qui est poussé, c'est que ça irait bien au-delà de la simple autocomplétion traditionnelle. Depuis, le programme a fait son petit bout de chemin, il est utilisé au quotidien par un nombre croissant de professionnels, mais il a aussi pris quelques libertés qui sont en train d'avoir des conséquences très concrètes. D'après IEE Spectrum, alors attendez, c'est IEEE, je le prononcerai pas en anglais parce que j'ai un accent pourri, mais voilà. Le programme est accusé d'avoir pillé sans vergogne le travail de nombreux développeurs sans le moindre respect pour les droits d'auteur. GitHub, Microsoft et OpenAI sont donc visés par un recours collectif. Alors je descends un petit peu dans l'article. Hop. Comme toutes les IA génératives, Copilot a besoin d'être entraîné par de grandes quantités de matériel plus ou moins comparables à ce que les utilisateurs cherchent à produire. Dans ce cas, il s'agit de code informatique. C'est précisément pour cette raison qu'OpenAI s'est associé à GitHub.
Il s'agit d'une plateforme incontournable dans le monde de la programmation informatique. Des tas de développeurs professionnels ou indépendants utilisent cette plateforme, donc la plateforme GitHub, pour stocker, suivre, partager leur production et ainsi gérer le déploiement des différentes versions des programmes associés. Voilà, donc GitHub, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle en tant que développeur, vous allez pouvoir pousser votre code et surtout vous allez pouvoir travailler de façon synchronisée avec d'autres développeurs. Voilà, je pousse mon code, je récupère le code des autres, etc. etc. Et donc c'est évidemment beaucoup éminemment utilisé dans le monde des devs, en sachant qu'il y a une partie, vous pouvez rendre votre code privé, donc faire en sorte que les gens ne puissent pas accéder à votre code ou le rendre public, et il y a beaucoup de code public, et d'ailleurs je crois que la genèse même de GitHub au début c'était essentiellement du code public. Alors je continue un petit peu l'article, donc je descends, tac tac tac. Or, il se trouve qu'une part non négligeable de ces repositories, donc ça c'est le terme employé pour désigner l'endroit où on pousse notre code, donc une part non négligeable est publique. Une véritable aubaine pour OpenAI. Ces centaines de millions de lignes de code en accès libre représentent une ressource formidable. La firme ne pouvait pas rêver mieux pour enseigner les rudiments de la programmation à Copilot. Aujourd'hui, les propositions de l'algorithme sont directement basées sur tout le matériel qu'il a épluché au cours de son entraînement. Mais qui dit accès libre ne dit pas forcément libre du droit d'auteur. C'est une distinction que les auteurs de programmes semblent avoir plus ou moins balayée sous le tapis et qui leur vaut aujourd'hui un procès. Les plaignants reprochent à Copilot d'utiliser tels quels des extraits de leur code, certes accessibles, mais tout de même légalement protégés. Donc je descends un petit peu dans mon article. Tac, tac, tac. Je pense que c'était tout ce que j'avais mis là-dessus. Ok. Donc, grosso modo, ce qu'il faut en retenir, je sais pas si... Il y avait une partie aussi, je crois, qui traitait aussi de toute la partie... bon, peu importe. On peut en discuter comme ça. Grosso modo, il y a ce qu'il faut retenir de cet article et ce qui est intéressant, c'est cette notion de se dire aussi en termes d'IA... alors c'est une notion un petit peu à part, mais c'est plus une question ouverte que j'apporte là, et je sais que notamment Sin, sur ton stream on en avait parlé, la question de propriété intellectuelle aussi, de tout ce qui est généré par le biais des IA. Et c'est aussi pour ça que cet article m'intéressait, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, et donc la question qu'on s'était posée c'était, ok, aujourd'hui l'IA est un petit peu partout, notamment pour assister au développement, etc. etc. Mais tout ce qui est généré finalement par cette IA, est-ce qu'on considère que c'est la propriété intellectuelle des gens qui ont créé l'IA, ou est-ce que c'est la propriété intellectuelle des gens qui utilisent l'IA? Voilà, aujourd'hui, il y a tout un tas de questions autour de ça, au-delà évidemment de ce petit souci-là, de ce gros souci de propriété intellectuelle. Là, pour le coup, si j'ai bien compris, c'est plus ce que l'IA utilise pour s'entraîner et puis après pour suggérer du code. Mais au-delà de ça, tout ce qui est généré par le biais d'une IA, que ce soit aujourd'hui on peut faire des images, on peut faire des vidéos, on peut faire beaucoup de choses basées là-dessus, de qui est-ce que c'est la propriété intellectuelle? Et il y a des vraies questions d'éthique aujourd'hui qui sont posées, parce que l'intelligence artificielle est présente un petit peu partout, hein, vous le voyez je pense autour de vous, ça se développe énormément, et donc toute la question est de se dire, ok, à qui est-ce qu'on attribue les droits d'auteur, et est-ce qu'on peut utiliser librement justement tout ce qui est généré. Je sais que Sin d'ailleurs sur son stream il m'avait fait une démo d'un outil, je me souviens plus exactement du nom, d'un logiciel qui vous permet de décrire en gros, d'ailleurs aujourd'hui il y a même plein de plugins Figma qui font ça, pardon excusez-moi, il y a plein de plugins Figma qui font ça, j'ai un petit peu le hockey, et qui permettent en fait de générer, donc vous faites toute votre interface utilisateur, tout votre web design, et puis derrière l'intelligence peut arriver et puis générer des images, même qui sont parfois en relation avec votre sujet, et donc la question c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai droit d'utiliser ces images ou pas sur un site en prod ou autre, à qui est-ce que ça appartient tout ça, et donc il y a tout un tas de questions qui se posent là-dessus et qui feront jurisprudence pour la suite, parce que on est au début d'une ère un peu avec l'assistance de toutes ces intelligences.
Un des soucis, c'est que souvent... Alors ça, c'est Sin qui dit ça, pardon. Un des soucis, c'est que souvent, Copilot ne prend pas le code copyrighté, mais prend le code du repo avec licence ouverte. Malheureusement, certaines personnes mettent des codes copyrightés dans des repos avec licence ouverte. Pour Copilot, cela devient donc dur de fêter ces cas de faute en amont. Ouais. De gérer... Ah oui, d'accord, ok, tu t'étais trompé, c'était de gérer et pas de fêter. Oui, donc effectivement, il y a cette notion-là. Je crois que je l'avais vu un petit peu plus loin dans l'article, et c'est aussi ce qu'il reprochait, c'est que de ne pas aussi citer, parce qu'il y a des gens en gros qui mettaient à disposition leur code, mais il fallait à minima en fait les citer, et donc ça c'était voilà, en gros la problématique qui se pose aujourd'hui notamment par cette assistance, c'est que typiquement vous allez utiliser ça pour générer du code basé sur peut-être le code d'autres personnes, et en fait sans vous en rendre compte vous êtes en train de piquer un bout de code sans aucune voilà, sans vous en rendre compte, hein, c'est vraiment fait à votre insu. Et vous n'avez aussi pas la possibilité de savoir aussi d'où ça provient. Et ça, c'est quand même assez problématique, parce que c'est pas, effectivement, comme était expliqué par Sin, c'est pas parce qu'il y a un code qui va être mis en accès libre que ça implique de l'utiliser sans aucune citation, sans rien en retour, quoi. Donc voilà, quand des gens travaillent, je pense que le minimum, c'est au moins de les citer, quoi. C'est une question aussi de savoir-être et voilà, de savoir-vivre, quoi. Donc voilà, cette IA programmeuse, qui est plutôt un assistant, on va dire, hein, c'est pas en soi, ça vous génère pas du code comme ça de façon automatique, vous inquiétez pas. L'avenir des développeurs n'est pas encore mis en cause, hein, c'est pas le sujet, mais plutôt cette notion effectivement de se dire, ok, est-ce que ça paraît normal, même, enfin, visiblement non, d'utiliser du code qui est ouvert publiquement, mais sans citer en fait les gens qui ont bossé là-dessus. Et après, encore une fois, je sais pas comment est-ce qu'ils vont traiter ça, parce que moi, si jamais on me suggère du code, je vois pas, même au niveau de l'interface, comment ils vont gérer ça, de dire ok, ce code provient de telle personne, avec voilà, c'est très problématique. C'est très problématique, et au-delà de ça, ça ouvre encore plein de questions sur l'utilisation de l'IA. Et comme je vous ai dit, toutes ces questions aussi de ce qui est généré par l'IA, à qui ça appartient. Donc c'est des questions qui sont passionnantes et qui font un petit peu parler, et qui sont vraiment d'actualité. Voilà, donc je ferme sur cet article-là. Et puis très rapidement, du coup, je vais conclure avec deux petits articles qui ne sont pas forcément des lectures, ça va plus être des choses que je voulais vous signaler. Le premier, c'est CNET, du coup, j'ai vu ça sur CNET, du coup, un outil qui a été mis en place pour la pollution numérique. Donc je vous partage ça. Hop. Donc en gros, c'est un outil qui a été mis en place pour calculer votre impact à l'année, votre impact carbone par le biais de vos utilisations digitales. Donc je crois qu'il y a 3 lignes qui sont présentes ici. Je peux peut-être les lire, ça se lit assez rapidement. Dans le contexte actuel marqué par une certaine prise de conscience des enjeux environnementaux, l'Agence de la transition écologique ADEME, donc ça c'est le nom, a mis en place un site internet qui permet d'évaluer l'impact des gestes du quotidien et notamment des usages numériques. Les valeurs indiquées en CO2 comprennent l'utilisation de vos appareils, la transmission de la donnée et la construction et l'usage des data centers. En ce qui concerne la production de la machine en elle-même, smartphone, tablette, ordinateur, téléviseur, elle est indiquée de manière indépendante car elle représente la majorité de l'empreinte émise. Ainsi, 100 emails envoyés et 5 heures de streaming par semaine représentent 41 km en voiture, et les émissions peuvent littéralement doubler en passant d'une résolution Full HD à 4K UHD, ou bien en ajoutant des pièces jointes lors de conversations. Donc on regarde rapidement cet outil, hop, auquel vous pouvez accéder. Il faudrait que je vous partage ça dans le chat. J'ai pas le chat d'ouvert, c'est trop bien. Donc en gros, de toute façon, vous avez l'adresse URL, donc c'est impactco2.fr. Et donc voilà, vous avez ce petit outil empreinte carbone de mes usages numériques. Donc on va pouvoir faire le test en direct live. En termes de mails envoyés, découvrez. Ok, donc nombre de mails envoyés par semaine. Moi j'avoue que je suis pas un très gros utilisateur de mails.
Donc déjà, je dirais principalement ordinateur portable. Ouais, ça dépend. Peut-être smartphone. J'utilise aussi les deux en fait, smartphone ou j'alterne un peu entre les deux. 50 mails par semaine, moi je pense que je suis moins. Je pense que je dois être aux alentours des... Allez, 25 par semaine, on va dire ça. 100 pièces jointes, non. Généralement pas trop. Wi-Fi, oui, plutôt. Alors, streaming par semaine. Alors là, je suis vraiment un mauvais élève par contre. Streaming par semaine. Alors déjà, il faudrait savoir par jour combien je consomme de stream. Je dirais au moins 2-3 heures facile. 3, 7, 21. Ouais, allez, une vingtaine d'heures. On va être gentil. Et je pense que je consomme ça plutôt sur... Je vais zoomer peut-être un peu pour que vous voyez un peu mieux. Je dois consommer ça sur ordinateur portable. Haute définition, ouais, il y a des chances. Wi-Fi, oui. Visioconférence, je dirais que je dois être en visio à peu près, pas en cumulé, peut-être 2 heures. Ah non, par semaine, bête. Par jour, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et x5. Ouais, allez, je dirais allez, 8 heures. 8 heures, pareil, ordinateur portable. Haute définition basse, c'est plutôt de la basse définition, je pense, sur Geyser. C'est pas foufou. Et toujours en Wi-Fi. Voilà. Du coup, voici la conclusion. Vos usages émettent 0,7 kg de CO2 par semaine, soit 34 kg de CO2 par an, ce qui équivaut à 158 km en voiture, 6 t-shirts et 4,7 repas avec du bœuf. Voilà, donc vous avez mon empreinte carbone. Donc je suis pas forcément une référence. Et on voit ce qui plombe le plus, du coup, détail de mon impact à l'année. Bon, le moins, c'est les mails, mais j'avoue que je suis pas un grand fan des mails. Après, la partie visio, bon, aussi qui est un peu plus négligeable, mais voilà, ce qui va tuer pas mal, c'est le streaming. Mais bon, de par mon activité, je vois pas trop comment est-ce que je peux faire de façon équivalente, de faire mieux. Le streaming, de toute façon, on le sait, ça... En termes d'impact carbone, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et surtout, ce qui est mis en exergue, c'est la construction de l'ordinateur portable. 135 kg de CO2. Donc, j'avais fait des tests, notamment hier, j'ai testé un petit peu en tweakant, en changeant quelques paramètres. Et grosso modo, à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est surtout la construction de tel ou tel appareil qui fait que ça plombe pas mal, on va dire. Hein. Ça plombe pas mal. Et après, on peut voir, on peut voir après en détail. Donc voilà, d'autres façons de se représenter un peu en termes d'émissions. Donc cet outil est plutôt bien fichu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc vous pouvez le retrouver sur impactco2.fr/usage numérique. Et c'est un outil du coup qui a été mis en place. Il y a le petit logo de la République française. Je le trouve plutôt efficace et plutôt parlant. Et après, visiblement, vous avez possibilité de partager un petit peu toutes les stats que vous avez qui vous concernent. Voilà. Dernière petite actu qui est aussi intéressante, un peu en exergue, mais intéressante quand même. YouTube qui a créé son propre To-Doom. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit quand je parle du To-Doom, mais grosso modo, c'est, vous savez, le petit bruit de Netflix qui est assez connu quand vous démarrez une série ou un film. Et du coup, YouTube a décidé de créer son propre To-Doom. Donc voilà, c'est en place. Vous le constaterez certainement sur la plateforme. Et du coup, je vais vous mettre ça pour que vous puissiez écouter par vous-même. Je vais couper la musique. Hop. Tac, tac, je vais monter le son. Je vais le passer 2 ou 3 fois parce que c'est vraiment très rapide. Et de toute façon, vous allez l'entendre maintenant vu que c'est mis en place sur YouTube. Hop, donc je clique. Hop, je mets ça en plein écran. J'espère que vous allez entendre. Je monte un peu le son. C'est pas très fort. Attendez, je vais remonter. Je sais pas si ça s'entend bien. Voilà. Je vous mets pas trop parce que de toute façon, vous allez l'entendre plein de fois à partir de maintenant vu que c'est en place sur la plateforme.